messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeunes. La ministre des Mines, Madame Ousseini Hadizatou Yakouba, a effectué ce matin une visite sur le site de l'immeuble Uranium de Niamey. Financé par le groupe Orano, cet immeuble va abriter les sociétés minières du Niger. Le compte-rendu de Nafissa Yahaya et Ibrahim Abdou. À travers cette visite, la ministre des Mines, Mme Ousseini Hadizatou Yakouba, est venue constater de visu la finition de l'immeuble Uranium de Niamey, un projet vieux de plusieurs années qui se concrétise aujourd'hui. Ça fait quelques années que nous attendions, donc, sur la base des accords que nous avions eus avec Orano, que nous attendions de voir la finition de cet immeuble. Dieu merci, aujourd'hui l'immeuble est là, imposant, dans l'environnement de notre capitale Niamey-Niala. Et c'est un immeuble qui a bénéficié de toutes les nouvelles technologies, et notamment par rapport à l'économie d'énergie. Et en tout cas, qui a eu un très bon suivi. Nous avons eu un bureau d'études qui l'a suivi pas à pas. Et dans le cadre de l'implantation de cet immeuble, l'État a créé la société de l'uranium. Et cette société de l'immeuble Uranium, c'est elle qui était au devant pour suivre avec le maître d'œuvre. Et aujourd'hui, nous avons toute la garantie que nous avons un immeuble qui remplit toutes les conditions de sûreté et de sécurité. Financé par le groupe Orano sur une superficie globale de 4300 m², cet immeuble va abriter le siège social de plusieurs sociétés opérant dans le domaine des mines. D'abord, je ne peux que remercier Madame la ministre des Mines pour cette visite qu'elle vient d'effectuer sur le chantier de l'immeuble Uranium, un chantier qui vient d'être terminé. Donc, par rapport à l'immeuble Uranium, il faudra savoir que c'est tout un projet qui a été entamé depuis les années 2011. 2013 qui voit jour aujourd'hui. Et à travers, n'est-ce pas, une relation de coopération entre l'État du Niger et Areva, anciennement aujourd'hui appelé Orano, où il était question de doter les différentes structures d'extraction minière d'un immeuble, parce que vous le savez, le Niger étant un pays minier parmi les plus grands. Aujourd'hui, avec la présence d'Orano, il y a de cela 50 ans, il fallait quand même que nous puissions dire que cet uranium-là est en train de profiter au Niger. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu des pourparlers qui ont eu lieu à travers l'accord de partenariat stratégique, l'APS, où il a été question que Areva puisse accompagner le Niger à se doter d'un immeuble propre à lui pour abriter différentes sociétés. En plein cœur de Niamey, du haut de ses 100 mètres de vue, cet immeuble de l'uranium est situé sur la route de l'aéroport de Niamey. Poursuite des travaux en séance plénière de l'Assemblée nationale. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière de ce matin. Le compte-rendu avec Ismaël Moumouni et Abdou Nasser Seydou. Les parlementaires nigériens ont approuvé la prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa, Tillabéri et certains départements de la région de Tawa. Ce vote des députés va permettre aux forces de défense et de sécurité de mener à bien des actions pour venir à bout de ces forces du mal, selon le ministre de l'Intérieur. Beaucoup d'entre vous ont évoqué le caractère récurrent de ces prorogations. Malheureusement, tant que durera la guerre, nous demanderons la prorogation de ces textes. Certains membres du Parlement qui n'ont pas voulu accorder leur vote à ces textes, en rappelant un décompte malheureusement triste, des comptes qu'ils ont fait par rapport aux pertes en vies humaines. Ces chiffres
qu'ils ont égrené nous rappellent à chacun d'entre nous qu'il s'agit d'une situation très grave, qu'il s'agit de nos populations, qu'il s'agit de nos forces de défense et de sécurité. Mais je voudrais aussi leur dire que malgré ces chiffres, le Niger reste debout. Malgré ces chiffres, aucun mètre carré de notre territoire n'est occupé par les terroristes. Et cela, nous le devons à nos forces de défense et de sécurité, à leur courage, à leur abnégation, à leur sacrifice, avec les moyens que l'État a mis à leur disposition. Les députés de l'opposition ont rejeté en bloc ces lois qui, pour eux, n'avantagent pas la population. Nous avons voulu qu'il y ait une évaluation pour savoir l'impact de ces lois. Et ça nous a été refusé. Jusque-là, on n'a pas l'impact réel de ces lois pour savoir réellement est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il ne faut pas changer. Et aussi au niveau de la population, nous avons senti qu'il y a un mécontentement de cette population qui n'est pas pour cette loi. Donc si la loi est faite pour les populations et qui ne sont pas vraiment contentes, disons, de cette loi, nous pensons qu'il faut quand même changer cette loi. C'est pour ça que nous n'avons pas voté. Et nous avons demandé de faire un débat. Tant que le débat aura lieu, tant que l'évaluation aura lieu et que nous avons constaté vraiment qu'il a un caractère positif, que les résultats sont positifs, nous allons les voter. Toujours lors de cette session plénière, les députés ont aussi approuvé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger. Le syndicat national du personnel de l'administration du secteur des transports a transmis ce matin son cahier de doléances au ministre des Transports. Un cahier qui comporte 17 points de revendication. Le résumé avec Assama Ousseidou et Aboubakar Souley. Dénoncer la situation dans laquelle végètent les agents du ministère du Transport, objet de la présente rencontre du syndicat national du personnel de l'administration du secteur des transports. Rencontre au cours de laquelle le syndicat a transmis son cahier de doléances du 1er mai au ministre. Le SYNPAT est dans une dynamique de revendication de ses droits, avantages qui sont reconnus par nos textes qui régissent la vie d'un travailleur. De la même logique, le SYNPAT est toujours soucieux du bon rayonnement et du fonctionnement de ce ministère des Transports. C'est pourquoi, depuis toutes ces années, nous avions eu des rapports interdynamiques avec l'administration dans le seul objectif que les agents soient dans leurs conditions les meilleures du travail, ainsi que tout un chacun puisse travailler en synergie pour le rayonnement de ce ministère. La reprise immédiate de l'examen des protocoles d'accord du 13 juin 2017 et 15 août 2019 entre le ministère des Transports et le bureau exécutif national du syndicat national du personnel de l'administration du secteur des transports, SYNPAT. Le respect des conclusions des réunions des cadres du ministère des Transports de chaque année. La prise en compte immédiate du syndicat national du personnel de l'administration du secteur des transports dans le Conseil national de l'autorité de régulation du secteur des transports, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi 2019-16 du 24 mai 2019. Demande au nouveau ministre des Transports de faire une revue fonctionnelle des attributions de toutes les directions du ministère des Transports afin de déterminer une nouvelle orientation du travail pour ne pas tomber dans les mêmes travers que le passé. Bannir le népotisme, le favoritisme et l'esprit de clan dans le recrutement et le redéploiement des agents dans les différentes structures sous tutelle du ministère des Transports, à savoir l'ANAC et les autres. Mettre totalement fin aux abus du pouvoir par l'usage anarchique,
politiques et coutumiers ainsi que syndicales des plaques numérologiques des véhicules afin de permettre à l'administration du ministère des Transports de bien gérer ces données statistiques en matière d'immatriculation et réimmatriculation des véhicules. Exige l'acquisition d'un local propre au ministère des Transports. Veiller à l'application effective du décret fixant frais à percevoir sur les prestations faites par les services du ministère des Transports ainsi que les modalités de leur répartition. Et de veiller à la formation des régisseurs du ministère des Transports afin de bien recouvrir les recettes de l'État. La dotation sans condition de moyens roulants aux auxiliaires de l'État du ministère des Transports, motos, tenue du travail et d'autres dotations. Ces doléances seront prises en compte par le ministre, a indiqué le secrétaire général représentant du ministre. Avoir toutes ces doléances nous concerne vivement, puisque c'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce que tout ce qui a été demandé ici, en tout cas, je ne vois pas quelque chose qui va à l'intérêt de X ou de Y. Donc, je ne ferai pas un long discours. Inch'Allah, dès que le ministre sera là, je lui remettrai ces documents et je vous assure d'ores et déjà que toutes les dispositions seront prises pour voir dans l'immédiat tous les problèmes qu'on peut résorber tout de suite et les autres points, en tout cas, qui feront peut-être l'objet des discussions, et on les fera. Le ministre en charge doit prendre toutes ces doléances du personnel de l'administration du secteur des transports afin d'apporter un changement positif dans le dit secteur. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger a effectué une visite ce mercredi au Centre national de scouts de Kwarategi. Louise Aubin était accompagnée par les représentants de l'UNICEF et de l'UNFPA. Un déplacement pour visiter les installations de la radio Scout FM dans la perspective de venir en aide à ce centre. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa. Découvrir le centre de scouts et s'enquérir de l'état des installations en vue d'un éventuel partenariat, tels sont entre autres motifs de la visite des responsables des organismes du système des Nations Unies au Niger, à savoir UNICEF et UNFPA, conduite par la coordinatrice résidente du système des Nations Unies ce mercredi, occasion d'échanger directement avec les jeunes scouters. Un des aspects de cette rencontre de ce matin, c'est bien sûr la redynamisation des émissions produites sur les antennes de la radio Scout de Kwarategi. Le représentant de l'UNICEF, le représentant du FNUAT ici au Niger. Et les Nations Unies sont aussi une collection de fonds, d'agences de programmes qui incarnent des expertises, mais aussi une expérience internationale. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Vous faites la promotion de valeurs comme la vie associative, communautaire. Vous incarnez aussi et vous mettez en valeur l'égalité entre garçons et filles, hommes et femmes. Vous faites la promotion de l'éducation, de l'information correcte et vérifiée dans le cadre de vos campagnes contre le Covid-19, dans le cadre de vos campagnes pour l'éducation de la jeune fille et du garçon. Et vous ne laissez personne pour compte. La diversité que vous représentez, et dans un quartier qui a lui-même une histoire de précarité et d'exclusion, vous en faites quelque chose qui ont valeur à être célébré. Donc je vous remercie de l'accueil. Vous n'êtes pas seul. Les Nations Unies vous soutiendront et nous chercherons aussi à être inspirés par votre travail. Donc encore une fois, tous nos encouragements. La présence des responsables des agences du système des Nations Unies parmi les jeunes scouters du Niger est vivement saluée à sa juste valeur par le commissaire général des scouts du Niger. Aujourd'hui, la présence massive des agences du système des Nations Unies, en tout cas conduite par son Excellence, Madame la coordinatrice du système des Nations Unies, démontre une fois de plus le sérieux de notre institution. Donc nous allons continuer et avec les perspectives de notre mandat, à mobiliser
les autres partenaires et surtout à consolider les partenariats qui existent déjà. Vous le savez, nous représentons plus de 65% de la population. Tout ne va se faire qu'avec les partenaires. Il faut que nous-mêmes, nous démontrions notre volonté de changer les choses. Il faut que nous démontrions notre volonté de maîtriser la croissance démographique, notre volonté d'occuper la jeunesse par des emplois sains et des emplois permanents, notre volonté de démontrer qu'aucun développement n'est possible sans la femme au cœur. Et vous l'avez vous-même constaté, les répartitions de nos responsabilités ici dans ce centre, 60% des responsabilités sont confiées à des jeunes dames. Pas seulement parce qu'on veut faire leur promotion, mais parce qu'on a vu de quoi les femmes sont capables lorsqu'elles sont responsables. Donc ces campagnes vont être en tout cas démultipliées dans les autres régions de notre pays, de concert avec les partenaires stratégiques qui existent déjà sur le terrain. Donc nous sommes très honorés aujourd'hui par la présence de ces personnalités. La radio Scout de Kouarategui a entre autres missions de contribuer au développement des femmes et des jeunes. Elle émet tous les jours de 7h30 à 22h et le week-end de 16h à 22h sur la fréquence 90,9 MHz. Pour marquer leur passage au Centre national des scouts du Niger, les responsables des agences du système des Nations Unies ont apposé leur signature sur le livre d'or du dit centre. Pour soutenir la promotion agricole, le Niger a opté pour une réforme du secteur des engrais en responsabilisant les acteurs du privé dans l'importation et la distribution des engrais. L'objectif ultime est de s'assurer de la disponibilité des engrais à des prix et à la portée des producteurs. L'Association nigérienne des importateurs et distributeurs d'engrais, ANID, multiplie les initiatives pour répondre aux besoins des producteurs agricoles. Reportage Hans Marceau de l'équipe communication de MCA Niger. Et juste après, vous suivrez votre rendez-vous hebdomadaire chronique juridique qui s'intéresse au contentieux administratif. Un thème qui sera développé par Maître Mohamed Lawali Dambatouré, avocat à la Cour. Très bonne réception. Le Niger, à l'instar d'autres pays sahéliens, subit de plein fouet les effets pervers du changement climatique avec ses conséquences dommageables sur la qualité du sol. L'agriculture et l'élevage en pâtissent. Face à ce choc, des études recommandent vivement l'utilisation des engrais afin de fertiliser les sols lessivés. Encore faudra-t-il s'assurer de la disponibilité de ces intrants à des prix à la portée des exploitants. Mû par la volonté de trouver des solutions durables à cette problématique, le gouvernement nigérien a décidé de réformer le secteur des engrais. Au nombre des actions enclenchées par les autorités, la responsabilisation des acteurs du secteur privé pour prendre le relais de la CAIMA, la centrale qui jusque-là était chargée de la distribution des engrais. Le gouvernement a voulu une réforme du secteur des engrais pour apporter une solution durable au problème d'accès des engrais et aussi pour solutionner le problème de pauvreté de nos sols. Le gouvernement est engagé à soutenir en tout cas cette réforme, à continuer cette réforme. Nous avons également l'engagement de nos partenaires techniques et financiers, dont le MCA Niger, et pour vraiment conduire vraiment à bon port cette réforme. Et également le secteur privé, comme je l'avais dit tout à l'heure à travers l'ANID, est très engagé dans ce sens-là. Dans ce processus, l'État bénéficie depuis des années de l'appui technique et financier des États-Unis par le biais du Millennium Challenge Account Niger, MCA Niger. Une économie puisse marcher, il faut que l'environnement soit créé, d'où l'importance des réformes. L'une de ces réformes-là, c'est la réforme du secteur des engrais. J'ai mentionné que le secteur de choix du compact, c'est l'agriculture. Et il n'y a pas d'agriculture sans accès à la fertilité des sols. Au Niger, la question de fertilité est un problème. Mais l'engrais est un produit qui est marchand, n'est-ce pas? Donc, d'où ça doit avoir un marché. Et si ce marché peut fonctionner de manière libre, la demande des engrais doit pouvoir être satisfaite au moindre coût. D'où l'importance de réformer ce secteur-là, de telle sorte que ceux qui ont besoin d'engrais puissent l'avoir à temps et partout dans les territoires du Niger, à un prix
qui leur est accessible. Avec le soutien de MCA Niger et l'expertise technique de IFDC, un projet pilote d'engrais subventionné conduit avec succès est d'ailleurs salué par les producteurs. wallahi sande danga sande kangirse kangiti zaman birjo do are woni kaga sambirse irga tabbatan ka iri gwella kalga irga tabbatan mo ka iri ngwaro ke kenwo aga tonto ya dinga zani nini bon waso ngwari mo nigite arzaka dayno ine ilmu ka ko faratifi kani mayara ilka da kokarin da himma inil mai sambu ine di nil mai sambu sikandir se kalangare sa ku taki ga ka sinaira iri bana zambar guda zango taki idu sa kai iri binai kanu songo iri go iri gate no iri lakala galor manu matakli gaba ai wo pala koino aga ka sina mu aga te aga bori gwamnati kokaro kate iri go ga fondo goy. L'ANID, l'Association nigérienne des importateurs et distributeurs d'engrais, a pris le taureau par les cornes. Nous sommes un secteur dynamique. Pourquoi? Parce que nous avons déjà des relations avec pratiquement tous les fabricants d'engrais dans le monde entier. Nous sommes en relation directe avec WAFA, l'organisation ouest-africaine, qui d'ailleurs, avec le dynamisme de l'association, de ANID, va organiser même le forum 2022 au Niger. Donc les commandes, des grosses commandes vont incessamment commencer à arriver au Niger. Donc là, franchement, il n'y a aucun souci. Donc nous sommes un secteur avec le cadre assaini, nous sommes un secteur en plein essor. Nous avons les compétences, toutes les compétences possibles, avec les appuis que nous avons par-ci, par-là. Il n'y a aucun doute que l'objectif sera atteint. Les importateurs privés rivalisent d'ardeur et de talent pour répondre aux besoins des agriculteurs. Muna kawo taki daga tarayyar Najeriya, sannan muna kawo shi daga Lome, muna kawo shi daga Cotonou. Yawan shi? Yawa akalla dai zai kai kamar tan 10,000 zuwa 10 wani abu haka ga shekara daya. Amma kalar za a yi abinda muke kawo muna kawo kalar ire da na NPK kens. Matakai wanda muke na kariya ga kawo wannan taki shine na analysis. Mu yi analysis musan kalar kayan da za mu kawo musan karhinsu musan lafiyarsu. Ba ma kawo kaya sai mun yi analysis kinsu a nan babbar cibiyar laboratoire ta ƙasa cewa da INRA. Vu l'importance des engrais dans l'essor de l'agriculture au Niger, les opérateurs économiques sous la houlette de l'ANID sont en ordre de bataille pour améliorer le circuit de distribution et rendre accessibles les engrais au grand bonheur des communautés rurales. Le contentieux administratif désigne un litige. Il est administratif lorsqu'il se rapporte à un procès auquel sont parties les personnes morales de droit public en général ou en particulier les litiges qui naissent des activités de nature administrative. Quelles qu'en soient les parties au procès, qui sont soumis à une juridiction administrative par application des règles de forme et de fond relevant du droit administratif. Donc cette définition a 5 centres d'intérêt qui vont nous permettre de faire le contour de la matière. Premièrement, les litiges sont classés de manière classique en 2 grandes catégories. Il y a le contentieux de poursuite et ensuite le contentieux de recours. Au niveau du contentieux de poursuite, c'est l'administration elle-même qui est la plaignante. Mais ce contentieux n'étant pas développé dans les pays francophones et plus particulièrement au Niger, il ne sera pas abordé, mais nous allons
beaucoup plus approfondir notre analyse sur le contentieux de recours. Il comprend 2 grandes subdivisions. Il y a le contentieux de pleine juridiction et ensuite le contentieux de l'excès de pouvoir. Au niveau du contentieux de l'excès du pouvoir, il y a 4 recours. Il y a le recours pour excès de pouvoir, il y a le déféré préfectoral et il y a le recours en appréciation de la légalité et enfin le recours en déclaration d'inexistence juridique. Donc au niveau de recours de pleine juridiction, le recours de pleine juridiction est beaucoup plus diversifié que le recours pour excès de pouvoir. Donc dans cette catégorie, il y a 2 sous-branches. Il y a le recours objectif de pleine juridiction et le recours subjectif de pleine juridiction. Le recours objectif de pleine juridiction a trait à une décision administrative que le requérant demande à l'administration d'annuler, de modifier ou réformer ou de rapporter à y substituer une autre décision au besoin. Donc, ces genres de recours sont notamment le recours électoral, les recours fiscal, les recours des édifices menaçant ruine. Ensuite, deuxièmement, je disais tantôt qu'il y a le contentieux objectif et le contentieux subjectif. Au niveau du contentieux subjectif, c'est quand le requérant demande à l'administration de la réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi. Donc, à ce niveau, il a demandé la condamnation au juge de condamner l'administration à une somme déterminée. Donc, c'est en quelque sorte le recours contractuel et extra-contractuel de l'administration. On désigne ces recours sous l'expression responsabilité administrative. Deuxièmement, les autorités administratives sont prioritairement concernées, mais en dehors d'elles, de particuliers qui se voient confier la gestion d'un service public peuvent être à l'origine d'un contentieux administratif. Ensuite, toute autre institution nationale, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, peuvent provoquer un recours, peuvent provoquer un contentieux administratif. Au regard des portées de nature administrative qu'ils mènent, par exemple dans leurs relations avec les agents qu'ils emploient. Donc, en cas de recours incident de la part du juge judiciaire, on parle aussi du contentieux administratif. Et souvenez-vous, il y a un de nos chroniqueurs qui a développé la question préjudicielle et ensuite la question préalable lors des numéros passés. Donc, à ce niveau, je vais revenir là-dessus, comme la question préalable, c'est celle que le juge peut trancher lui-même. Et ensuite, la question préjudicielle, celle que le juge ne peut pas trancher, il va falloir qu'il se dessaisit au profit du juge compétent. Donc, c'est dans ces circonstances qu'on parle du recours incident de la part du juge judiciaire. Donc, en matière d'appréciation de la légalité, plus précisément dans ce cadre du recours pour excès de pouvoir, il va, quand la question se présente devant lui, il va se dessaisir au profit du juge de l'excès de pouvoir. Comme lui, il n'est pas compétent pour apprécier la légalité, ou bien il n'est quasiment pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte la question de l'acte qui est posé devant lui. Troisièmement, l'administration peut mener des activités en se plaçant dans les mêmes conditions qu'un particulier. Et dans ces conditions, la répartition de compétences contentieuses se pose sur la base d'un critère d'une gestion publique par opposition à la gestion privée.
Quatrièmement, le juge judiciaire concurrence âprement le juge administratif dans des matières qui relèvent de la compétence de celle-ci. Et en contrepartie, lui aussi, le juge administratif érode un pan non négligeable de la compétence du juge judiciaire. Par exemple, en matière de protection des droits fondamentaux et des libertés publiques. À ce niveau, mis à part le juge constitutionnel, le juge administratif et judiciaire deviennent simultanément des gardiens des libertés publiques et de l'intérêt général. Ensuite, cinquièmement, nous allons approfondir notre analyse sur l'organisation même judiciaire en tant que telle. Donc, la loi 2018, comme sa devancière, la loi 2004-50, portant organisation judiciaire à la République du Niger, ont prévu la création des tribunaux administratifs au siège de chaque tribunal de grande instance. Mais avant l'installation, elle dit qu'avant l'installation de ces juridictions, c'est toujours les tribunaux de grande instance qui continueront à connaître de la matière administrative. Donc à ce niveau, c'est le même juge, mais avec répartition de compétences en ce qui concerne la répartition de la compétence judiciaire et ensuite la compétence administrative. Ça, c'est en instance. Maintenant, en appel. Donc, l'appel des décisions qui ont été rendues en matière administrative s'est fait devant la chambre administrative de la cour d'appel. Et à ce niveau, notez qu'au Niger, nous avons jusqu'à présent 3 cours d'appel. Celle de Niamey, Zender et ensuite celle de Tawa nouvellement créée. Donc, au niveau de cassation, là aussi, ce n'est pas la Cour de cassation qui est compétente en matière administrative, mais c'est plutôt le Conseil d'État qui est compétent en matière administrative. Et là aussi, il y a la particularité de cette juridiction parce qu'en dehors de cette compétence que je dirais normale qu'elle a du moins, parce qu'on parle du Conseil d'État, il y a aussi la compétence exclusive qu'il a en matière du recours pour excès des pouvoirs.